Là, il y a le conflit, tout simplement. Un conflit. Un côté a ses positions, l'autre camp a ses autres positions. Et jusqu'à ce que nous ayons une narration inclusive où on les met tous sur le même plan, sur le plan de la dignité, elles se termineront. Mais uniquement à ce moment-là, ça pourra fonctionner. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que je ne vais pas rentrer dans ce que vous avez dit par rapport à 1948 et tout ça. Moi, ma chose, c'est briser le silence. Donc il faut en discuter, il faut le négocier. Il y a des positions là, il y a à gauche et à droite à propos du conflit israélo-palestinien. Mais en tout cas, il y a une chose, il ne faut pas se mélanger. Il ne faut surtout pas négocier l'occupation. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négocier. Ça aurait dû se terminer il y a déjà 47 ans. I will say it in French because it's better for me. Alors, si j'ai bien compris, tout à l'heure, vous disiez que, disons, l'occupation militaire de la Cisjordanie, enfin, Gaza, c'est terminé, mais terminé. 2005, des engagements, mais en Cisjordanie, donc l'occupation, la tactique de l'armée est de vraiment faire sentir qu'elle est toujours présente et qu'elle peut intervenir à n'importe quel moment, donc c'est quelque part terroriser la population civile. On est d'accord que tout ça, ça ne fait pas sens ni sur le plan politique, spirituel, intellectuel, tout philosophique, tout ce qu'on veut, mais je ne comprends pas tellement bien la logique. D'un côté, on augmente toujours les colonies, donc il y a plus de 500 000 colons en Cisjordanie. De l'autre côté, ce que vous dites semble dire que quelque part, ceux qui sont au pouvoir actuellement, ils ont un problème psychologique, donc ils croient que c'est les Palestiniens qui les menacent, et donc il faut répondre à cette menace, donc, mais que c'est un phénomène psychologique plutôt. Je ne comprends pas très bien le sens de ce que vous êtes... je ne comprends pas je sais bien qu'il n'y a pas de logique. Je ne comprends pas où veulent en arriver les politiciens israéliens. Ils n'arriveront pas à faire fuir les Palestiniens. Vous dites eux-mêmes qu'ils vont résister. En même temps, on met un argent incroyable, une énergie incroyable dans l'occupation. Quelle est la logique? Voilà. De simplement terroriser une population. Je ne comprends pas quel est le sens... en termes de solution ou en termes... si c'est un problème psychologique, d'accord, ok, ça je peux encore comprendre, mais sinon en termes de stratégie, je ne comprends vraiment pas du tout. J'ai compris un certain nombre de points. Une des choses que vous avez dites qui me rend un peu, qui me fâche un peu, que en fait la chose serait très simple si c'était les colons qui dirigeaient le régime, mais en fait c'était le parti travailliste était déjà un parti colonisateur. Si vous me demandez comme moi je comprends la politique israélienne. Je diviserai donc le spectre politique israélien en 4 camps. À droite, les religieux, enfin la droite religieuse. Plutôt à gauche, centre Likoud. Oui, jusqu'à la gauche. Alors donc, de la droite religieuse jusqu'au centre-gauche du Likoud, donc, ils veulent cette forme d'apartheid ou une autre forme d'apartheid. Voilà, ils sont en train de réfléchir sur les différentes formes d'apartheid. Du milieu du Likoud jusqu'à la partie gauche du camp travailliste, c'est ceux qui veulent un camp contrôlé. Le camp qui contrôle. Voici ce qu'on parle dans le livre. Ils veulent contrôler. C'est des gens qui ne peuvent pas comprendre
qu'il y ait un État souverain palestinien à côté de l'État israélien. Ils ne peuvent pas le comprendre. Du bon côté du Jourdain, donc à côté de nous. Et après, il y a le camp qui est contre l'occupation. De la gauche du Parti travailliste à l'extrême gauche. Ce sont des gens, c'est un camp politique, un champ politique qui désire et qui est prêt à accepter un règlement du conflit. Vous savez, le gouvernement israélien est très proche du quatrième camp. Donc il faut gérer le conflit, selon moi. Il faut gérer le conflit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. Je ne pense pas que nous savions gérer le conflit. Et donc j'arrive proche de la réponse à votre question. Je ne pense pas que nous arrivons à résoudre le conflit. Mais le problème, ce que mon gouvernement vend, c'est pas gérer le conflit, mais c'est gérer l'occupation. Pour revenir à mon message. Ça dure depuis 47 ans. Mais pourquoi pas continuer pour 47 ans encore? C'est ça l'idée. Le quatrième camp, c'est Lieberman, notre ancien ministre des Affaires étrangères. La manière dont je vois sa politique, il s'en fiche de combien d'États il y en aura. Et je pense qu'il s'en fiche en même temps de la Terre, Lieberman. Il peut y avoir 4 États, il peut y avoir 7 États, il peut y avoir 2 États. Il s'en fiche. Ce qui compte, c'est que l'État d'Israël soit propre, un État pur. C'est ce qu'il veut en Israël, un État pur. Les colons, vous avez parlé des colons. C'est un peu le 4e chapitre du livre. Les 3 premiers chapitres ne parlent pas des colons. Le 4e chapitre commence à parler des colons. Le titre, c'est Double Régime dans le livre, c'est-à-dire un système où l'annexation signifie le contrôle. Et de ce chapitre, 2 choses que nous voulons montrer. La première chose, c'est le double régime. Le fait que les Palestiniens et les colons il y a 2 gouvernements en fait dans les territoires occupés. Il y a un gouvernement militaire pour les Palestiniens dans les territoires occupés et un gouvernement civil pour les colons. Donc selon le droit international, nous devons protéger les gens qui vivent sur le terrain, nos ordres sur le terrain en tant que soldats. Si nous voyons même des colons qui attaquent des Palestiniens, nos ordres, c'est de ne pas intervenir, même si c'est eux qui attaquent les colons. Je voudrais approfondir un petit peu et pour dire la vérité, et que je n'ai pas réellement vu avant d'avoir travaillé sur ce livre, c'est à propos du rôle des colons dans les colonies et ceux qui le jouent dans ce panorama général. De nombreux gens pensent, quand ils pensent de l'occupation, oh, la vie serait beaucoup mieux si les colonies n'étaient pas là pour les militaires. Voilà, vous dirigez les Palestiniens, c'est très simple. Pourquoi vous devez avoir ces civils qui marchent entre vos jambes et qui vous dérangent en parlant des colons? La chose, si vous écoutez à propos de l'occupation, c'est que les colonies, aujourd'hui, il y a des avantages. C'est une autre arme de contrôle sur les Palestiniens, donc les colons. Je ne veux pas juste parler en termes de fragmentation du territoire palestinien qui est divisé de cette manière. Je ne parle pas de ça. Je parle de problèmes 100% militaires. Je vais vous donner un exemple pour être plus clair. Si je suis un soldat, on m'envoie dans une colonie pendant 2 semaines. Qui va me donner des ordres?
Est-ce que c'est mon officier direct? Qui va me donner des ordres si je suis dans une colonie? Le leader de la colonie, c'est lui qui va me donner les ordres. Le colon, qui est un officier sécurisé, sécurité, qui est engagé, alors c'est compliqué, par la colonie, mais qui est payé par le ministère de l'Intérieur. C'est lui qui me donne les ordres, qui me dit où le troupeau peut aller, qui peut rentrer ou non dans la colonie. C'est lui qui me donne les ordres, cet officier dans la colonie. Il y a 7 brigades régionales en Cisjordanie. Une de ces brigades. Il y a un briefing donc d'information avec le général de la brigade, son adjoint, le responsable des opérations, le commandant du bataillon, et encore qui? Et ben le responsable de la sécurité des colonies. La police. La police israélienne utilise la radio, Motorola, et l'armée, elle utilise la radio des colons. Est-ce que je dois continuer pour... Est-ce que c'est une question de stratégie ou... C'est pas une question de problème psychologique. Non, c'est pas une question de problème psychologique, de problème mental. C'est une question de stratégie. C'est une question de stratégie militaire. Quel est l'objectif? C'est peut-être triste, mais les personnes qui dirigent ne sont pas d'accord avec nous. Et ils pensent que le peuple palestinien, ils doivent vivre en permanence sous contrôle. On est là sur la tête, il y a l'empreinte pour mettre une chaussure militaire. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais sinon, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous diriez? La communauté internationale ne va pas accepter ça. Oh, regardez, 47 ans qu'on fait ça, la communauté internationale ne fait rien, rien ne se passe. Naftali Bennett, ministre de l'économie, il a fait une campagne. Pour la première fois, il y avait un parti qui ont eu 10% donc des voix pour le Parlement. Ils ont fait une vraie plateforme, un programme sur l'annexion. Ils voulaient annexer donc toute une partie de la Cisjordanie en faisant des ponts, des tunnels pour laisser les grandes villes palestiniennes. Il a fait une vidéo avec les médias sociaux, maintenant ça marche bien. Et dans cette vidéo, comment le clip se termine, la vidéo se termine? Et qu'est-ce que la communauté internationale dira? Et là, il y a un iPhone avec un coup de fil qui s'affiche, vous voyez le logo qui s'affiche, celui des Nations Unies. Et qu'est-ce que Nathalie dit? Il appuie sur le rouge. Il ne prend même pas l'appel des Nations Unies. Bon, ils ne veulent pas reconnaître l'annexion, mais c'est pas grave. Ils n'ont pas reconnu l'annexation de Jérusalem-Est. Ça ne fait rien, on n'a pas besoin de faire reconnaissance de nos annexions. J'espère que ça répond à votre question. Chaque enfant palestinien sait ce que c'est que l'occupation. Comment se fait-il que l'autorité palestinienne, l'Europe, les États-Unis continuent à croire les mensonges israéliens? Regardez. Tous les enfants palestiniens savent ce que c'est que l'occupation.
Comment se fait-il que l'autorité palestinienne, l'Europe, la communauté internationale, l'Europe, tout le monde continue à croire les mensonges israéliens? Je pense que c'est une question intéressante. Donc je peux prendre un chemin plus long ou je vais prendre le raccourci. Donc je vais prendre un raccourci cette fois-ci pour répondre. Je pense que c'est une question où on peut demander au monde, à votre gouvernement, à celui de l'UE. Il y a une expression en hébreu qui dit si je traduis en anglais, oui, impossible à traduire. No, it was not okay. Ah, no? No, it was not. What I said is that it is, in other words, it is more than Israel wants the world to believe it, the world wants to believe Israel. Plus Israël va faire croire au monde, plus Israël va faire croire au monde, plus le monde est prêt à croire Israël. Le gouvernement israélien, bien entendu. C'est parce qu'on enregistre. D'accord. Alors, moi j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. J'ai été, je dois le dire, choquée au départ, au long des dizaines de pages que je parcourais, des centaines de pages. Alors je voudrais quand même relever des choses qui ont été dites donc, par des Israéliens qui sont intervenus sur le terrain. Donc il s'agissait de punir, décourager, intimider, opprimer, marquer notre présence. Marquer notre présence, c'était dans le livre comme un refrain. Taper, frapper, pousser, tirer en l'air, faire du mal à la famille et repartir, mener une guerre de l'information, faire de la vie des Palestiniens un cauchemar, effrayer les habitants, exercer une pression personnelle, gifler, taper les gens, leur tirer dans la jambe, leur compliquer la vie, les retarder. Notre mission était de perturber la vie des gens et les harceler. Ce sont les mots exacts qu'on m'a dit. J'ai vraiment pensé naïvement, et j'en parlais avec ma présidente Claude Abou-Samra, qu'après l'édition, la sortie de ce livre, il y aurait un éveil des consciences, une prise de conscience au niveau international et de chaque individu. Il y a eu tout récemment, juillet et août, avec Gaza, encore une fois, Gaza, toujours et encore. Alors, il serait intéressant pour moi d'avoir l'avis de quelqu'un comme vous. À quel moment, à votre avis, jusqu'où Israël devra aller dans l'escalade de l'inacceptable pour que enfin on assiste à une réaction de la communauté internationale? Merci. J'ai vraiment pas la réponse. Selon moi, comme je l'ai dit avant, on a déjà passé la ligne rouge il y a 47 ans. Je crois. C'est pour ça que je suis là. Je réfléchis à la bonne formulation pour dire ça. Comme je l'ai dit, je vois que mon travail de Breaking the Silence, c'est une façon de prendre la responsabilité. Mais je ne pense pas que la responsabilité, elle s'arrête au fait d'être un vétéran qui parle. La responsabilité, elle commence, elle finit en étant un être humain qui doit marquer la ligne rouge. Et c'est pour ça que je suis là.
different circles of responsibility. Et- Definitely, as someone who has done it, I'm at the center. Je pense qu'il y a plusieurs cercles de responsabilité. Society and I'm around. Et à ma société, Most of the work of breaking the science, 90 plus. et elle est autour de ma société. C'est pour ça que 90% de notre travail, c'est vers notre société. Et après, c'est aussi tous les gens, tous les êtres humains sur ce globe. Et je pense aussi que vous avez une responsabilité. Et j'espère que vous allez apprendre cette responsabilité. Et j'espère que vous la prendrez sur le bon chemin. Within the framework that I believe it should be. Dans le cadre que je pense qu'elle doit être suivie. Et je vous rappelle l'équation. Israël, l'occupation. One thing I think we need to embrace, Je pense qu'il faut casser. and one thing we En fait, need to viciously attack, il faut, which is occupation. il faut attaquer vicieusement, c'est l'occupation. Il faut attaquer l'occupation. Because I think Car je that's crois the only place, the only position where I feel that I'm truthful to my own dad. c'est la seule manière que je respecte la parole que j'ai donnée à mon père. En occupant l'occupation, en attaquant l'occupation. Oui, j'ai pas le bouton. J'ai une question au départ de l'organisation. Je voudrais savoir comment les soldats viennent à témoigner. Et une autre question, aujourd'hui, il y a de plus en plus un pourcentage de plus en plus d'ultra-orthodoxes dans l'armée. Et je crois qu'en 2017, les ultra-orthodoxes seront enrôlés obligatoirement dans l'armée. Donc, comment les soldats, de plus en plus, comment ils vont pouvoir encore prendre la parole? Est-ce que la pression à l'intérieur de l'armée comme de la société ne sera pas si forte qu'ils devront se taire? Pour la première question, comment est-ce que les soldats viennent à témoigner, si j'ai bien compris? La plupart, en fait, c'est nous qui allons vers eux. Bon, quand les gens viennent chez nous, bon, la lumière est rouge, on se pose la question quand c'est eux qui viennent vers nous. En général, les soldats, ils ne parlent pas spontanément. Donc on demande pourquoi ils viennent, quels sont leurs motifs. Il peut y avoir quelque chose d'ambigu. Donc nous, on va vers les personnes, on les rencontre, on a une discussion, on essaie de voir si on se connaît, ouvre ton téléphone. Tiens, on a des gens, des connaissances communes ici, du travail, de l'armée. Et puis les gens se téléphonent, ils se disent d'autres noms. Si je t'appelle, je sais qui tu es, et je sais si je peux avoir confiance, et quelles sont tes raisons de parler. Parce que ce qui peut être très dangereux pour nous, quand on publie des histoires, c'est si jamais elles sont fausses. Ça, c'est vraiment... Une fois, c'est arrivé. Il y avait non, ce n'est jamais arrivé. On a toujours fait en sorte d'éviter ça. On est vraiment très, très prudent. On essaie de voir si tu essaies de nous refiler une histoire qui est fausse ou si tu es là pour voir ce que nous on fait. On est très, très prudent. L'armée a aussi 3 fois par an des périodes de recrutement, mars, octobre, novembre, 3 fois dans l'année. Donc les gens, en fait, ils finissent leur période militaire à 3 périodes de l'année. Donc il y a des réunions pour les soldats qui sont sur le point de terminer leur service militaire et comment ils vont retourner dans la vie civile. Donc on a nos activistes qui sont là dans ces réunions de fin de service pour leur parler, les amener vers nous. Concernant les ultra-orthodoxes, si je peux préciser un tout petit peu ce que vous avez dit, il faut distinguer, si j'ai bien compris, entre les ultra-orthodoxes et les religieux nationalistes. Est-ce que vous avez parlé donc des orthodoxes qui devront rejoindre l'armée?
parce que c'est quelque chose qu'on entend, mais en fait la question c'est pas celle des ultra-orthodoxes, c'est des religieux nationalistes. Les ultra-orthodoxes, oui, ils sont supposés rejoindre l'armée à partir de 2017, mais si je peux être un prophète, je peux dire qu'ils ne vont jamais rejoindre l'armée. Pour tout le reste, je sais de ne pas être un prophète, mais là, je peux me permettre d'être un prophète. À propos des nationalistes religieux dans l'armée, c'est une histoire différente par rapport aux orthodoxes. Ça fait partie un peu d'un renouvellement des élites dans la société israélienne. Il y a de plus en plus de nationalistes religieux au poste de commandement, à la tête de la Cour suprême, dans l'état bureaucratique israélien et dans les commandements militaires, dans les unités de combat et dans les officiers, sous-officiers ou des cadets, chez les nouveaux officiers. 40% des officiers cadets doivent être à peu près 40% sont des nationalistes religieux. Donc les gens sont effrayés. La manière dont je le vois, je suis religieux, je n'aime pas ces positions, moi je suis une personne religieuse. Moi je n'aime pas quand on est effrayé des religieux, qu'on soit effrayé des religieux. Je pense que c'est une sorte de mode pour laver plus blanc, pour laver les anciennes élites à propos de leurs responsabilités, tout simplement. C'est comme ce qu'on fait souvent dans le centre israélien, c'est qu'on dit que c'est pas la faute de l'État israélien, l'occupation, c'est à cause des radicaux, des extrémistes. Je ne crois pas fondamentalement que quelque chose changera. Ce seront des nationalistes religieux dans les élites, au checkpoint, ou d'autres soldats. Le problème, c'est le checkpoint. Vous comprenez? C'est le checkpoint le problème, pas les nationalistes religieux ou qui que ce soit. Donc, je ne suis pas vraiment... Ce serait effrayant si ça continue de cette manière et que dans 15 ans, tous les généraux de l'état-major pensent de la même manière. Oui, là, ça peut être dangereux. Là, ça pourrait être effrayant. Car peut-être il faudra se demander quel Premier ministre ira contre une opinion que tout le monde partage autour d'une même table dans l'état-major. Mais pour le moment, autour de la table d'état-major, il y a différentes opinions. Voilà. J'espère que ça a fait sens, ma réponse. Je vais vous poser une question, car vous êtes là pour rencontrer les politiciens à Luxembourg, demain notamment. Si je ne suis pas indiscret, quel genre de choses pensez-vous devoir leur demander demain? Parce que c'est important pour nous de soutenir votre action. C'est important pour nous de soutenir votre action auprès des instances politiques. Donc, quelles seraient vos principales demandes par rapport aux autorités politiques du Luxembourg, aux partis, aux ministres que vous rencontrerez? Je vais essayer de faire de mon mieux pour avoir des arguments un peu plus brefs et plus percutants, parce que j'aurai certainement pas autant de temps. Je vais essayer de leur dire ce que je dis à tout le monde, ce que j'essaie de dire à tout le monde. Je vois l'occupation comme une campagne offensive de se débarrasser de la ligne verte et de conserver cette réalité d'occupation. Je vais leur demander de faire ce qu'ils peuvent pour casser cette campagne-là. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour arrêter ça et revenir sur la ligne verte. Concernant aujourd'hui, il y a Breaking the Silence
il y a quelque temps, il y avait des anciens dirigeants du Shin Bet qui, dans un film, ont dénoncé aussi ce qui se passait en Israël, enfin dans les territoires occupés. Il y a eu les manifestations sociales il y a 3 ans en Israël qui justement demandaient moins de budget dans le militaire. Il y avait toutes ces personnes qui ont manifesté contre la guerre à Gaza. Bien que bien que toutes les puissances soutiennent Israël et qu'il n'y a aucune sanction qui soit prise, pensez-vous que justement c'est à l'intérieur, c'est en Israël que les consciences vont s'éveiller, c'est eux qui pourront faire changer la société et pas en dehors de toutes ces sanctions qui auraient pu être prises justement contre Israël, quoi. Ben justement, est-ce que c'est à l'intérieur même, est-ce que justement c'est la société israélienne qui va pouvoir s'élever et non, est-ce qu'il faut justement attendre que ça soit la société israélienne qui s'élève contre ses dirigeants, alors que nous, Européens, c'est plutôt l'inverse qu'on attend, quoi. C'est plutôt nous, on pense que c'est plutôt les puissances extérieures qui vont... Je pense que c'est vraiment une question politique à poser. Et le changement, il vient de partout. Il y a 3 forces. La communauté internationale, les Palestiniens, les Israéliens. Et chacun des 3 a un rôle à jouer. Et si on se vient tous pour jouer, alors là, si on joue ensemble, là on va gagner, tous les 3. Donc la responsabilité, elle est dans chacun. Comme un Israélien, notre travail, bien sûr, il est surtout à l'intérieur d'Israël. D'abord, parce que c'est notre pays, c'est notre maison, c'est là où on habite. Mais aussi, parce que c'est la façon dont on pense que chacun doit prendre ses responsabilités.